piste, on ne peut pas toujours avoir le choix qu'on veut. Ça, est-ce que voilà, vous êtes satisfait par rapport à la qualité du recrutement que vous avez pu faire cet été? Bon, dans l'ensemble, oui. Alors en l'occurrence, on a quasiment, enfin, on a eu tous les premiers choix qu'on voulait. Donc ça, c'est pour moi un bon signe. On est parti sur des profils voilà, bien spécifiques sur les postes, sur comment mettre en place le puzzle. Et voilà, on a réussi à trouver et à convaincre les joueurs qui allaient bien dedans. Donc maintenant, on va voir si les pièces s'emboîtent bien. Mais en tout cas, on a eu à peu près ce qu'on voulait. Est-ce que vous resterez à 9 pro ou un 10e joueur est possible? Pour l'instant, en tout cas, bon, il y a différentes choses. La première, c'est que sur les 9 joueurs qui sont là, ce sont 9 bons joueurs. Ensuite, il y a aussi des JFL qui sont des joueurs importants dans l'effectif. Donc ça veut dire que s'il devait, par malheur, leur arriver quoi que ce soit, ce sont des joueurs qu'il va falloir remplacer. Donc si on recrute un étranger tout de suite, ça veut dire qu'on serait un étranger de trop à chaque fois. Donc ça poserait d'autres problèmes. Donc pour l'instant, l'effectif il est comme ça. Il y a les jeunes qui sont derrière et qui montrent aussi de bonnes choses. Donc ça nous permet, nous, pendant la pré-saison, de voir vraiment s'il y a des besoins. Après, plus tard, on verra. Mais pour l'instant, ça reste comme ça. Avec un axe fort, beaucoup de joueurs, les joueurs sont quasiment sont tous très polyvalents, a priori, c'est-à-dire on peut vraiment se switcher les uns les autres sur les différents postes. C'était l'idée aussi un peu. Oui, mais il y aura des contre-performances, il y aura des blessures, il y aura tout ça. Donc il faut qu'on arrive quand même à essayer de jouer. Quand je dis de jouer, on arrive toujours à jouer, mais être performant pour pouvoir gagner les matchs. Ça, c'est plutôt l'idée. 7 nouveaux joueurs à intégrer, du coup, Edric, pour toi, c'est la première fois qu'il y a autant de nouveaux dans la saison, il semble. Ça fait un défi important en termes d'adaptation, de connaître les systèmes, etc. Oui, de toute façon, je change à peu près tout mon playbook d'année en année. Je garde quelques trucs, mais on joue de manière très différente. On va jouer de manière très différente cette année par rapport à l'année dernière, qui était très différente par rapport à l'année d'avant. Bon, parce que même s'il y a une base qui est là, les joueurs qui arrivent ont des compétences différentes de ceux qui remplacent. Donc forcément, on s'ajuste en attaque, en défense. Non, au contraire, c'est plutôt une... Enfin, je préfère avoir un effectif renouvelé, performant que... voilà. Donc non, ça travaille bien. Effectivement, il faut qu'on apprenne à se connaître, que ce soit humainement, que ce soit en termes de compétences des uns et des autres. Mais c'est tout l'objet de la pré-saison. Justement, faire un petit teasing pour les gens, pour que ça leur donne envie, c'est comment l'équipe, tu parles de là, les compétences sont différentes, on va jouer différemment. Comment on peut peut-être déjà caractériser le style de cette équipe par rapport si on compare à l'année dernière? Alors... C'est encore trop tôt, mais peut-être... Laisse-moi un tout petit peu de temps. J'imagine que tu imaginais... J'ai beaucoup d'imagination. Là, tout l'objet, surtout les 2 premières semaines, pour moi, c'est d'essayer énormément de choses. Il y a ce que je pense moi, mais il y a 40 options. Donc on teste, on voit si les joueurs s'approprient les choses rapidement ou pas. Certaines on va changer, certaines on va enlever, on va en rajouter d'autres. C'est aussi généralement pour ça que très souvent les premiers matchs de pré-saison, depuis que je suis le head coach du Mans, on n'est quand même pas très performant dans l'ensemble. Parce que justement on tente beaucoup de choses. Donc là l'idée c'est de mettre les joueurs dans une situation d'inconfort, c'est de savoir où est-ce qu'ils pourraient être performants et ils n'ont jamais été utilisés là-dessus par exemple. Ouais, c'est vraiment essayer de construire. Donc il y a une partie où on force un peu les joueurs entre guillemets à parler entre eux. Donc ça veut dire un cadre général où à l'intérieur ils doivent trouver des solutions et donc ils sont un petit peu obligés de communiquer les uns les autres pour les trouver. Donc voilà, l'ADN sera la même comme chaque année, l'ADN ne change pas, après le comment ça va changer.
Là, cette année, il y a quand même la BCL aussi à prendre en compte, quoi. Donc c'est une équipe qui est taillée aussi pour la Coupe d'Europe, quoi. Bah, elle est taillée pour essayer de gagner le plus de matchs possible. Après, ça dépend aussi des adversaires. Même si nous, on est meilleurs que l'année dernière, peut-être que les autres sont encore meilleurs que... Bon, bref, donc c'est pour ça qu'on joue les uns contre les autres. Après, on va essayer d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, essayer d'être ambitieux dans le jeu, essayer d'être ambitieux dans les résultats. Après, on contrôle un peu moins les résultats. Donc. De retrouver la Coupe d'Europe, justement, ça signifie quoi pour vous? Bah, c'est plus pour toi pour le coup, parce que moi quand je suis arrivé ici il y avait déjà plus de Coupe d'Europe. Donc, la Coupe d'Europe, effectivement, ça fait, je crois que la dernière fois c'était en 2018-2019, je pense. Donc ça fait, alors, même s'il y a eu le Covid, effectivement, il y a eu des impondérables, mais on était habitué à disputer la Coupe d'Europe jusqu'en 2019, en tout cas de manière très régulière. Donc on est évidemment très heureux de la retrouver parce que c'était un objectif qui nous avait échappé de peu déjà l'année précédente pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, c'est pas nécessaire, mais on est évidemment attaché à la Coupe d'Europe, quoi qu'en disent certains. On a également envie, évidemment, de bien y figurer. C'est-à-dire que c'est pas juste le coup de se qualifier, de se dire on est en Coupe d'Europe et que ça nous aide pour le recrutement en début de saison, comme Elric vient de l'expliquer, ou comme Vincent l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est aussi enfin essayer peut-être de créer, si ce n'est une épopée, au moins transformer un parcours européen avec beaucoup d'attachement de la part des supporters, voilà, qui pourraient les entraîner. On sait qu'ils nous réclament la Coupe d'Europe depuis des années, on est qualifié, on retrouve la BCL directement au tour principal, c'est important. Voilà, moi j'ai hâte de jouer à nouveau des équipes européennes, de rencontrer d'autres baskets, de voir d'autres joueurs aussi, parce que c'est l'occasion de rencontrer, de voir beaucoup de joueurs à l'œuvre. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à performer pour que le public nous suive. Un mot sur votre poule justement pour la BCL, comment vous vous sentez là moi je vais pas être compétent pour répondre, hein. Je les connais pas bien nos adversaires, enfin je les connais pas bien. Pas autant que Vincent ou Elric, Vincent les connaît peut-être mieux, j'imagine, sur les effectifs actuels. Donc, je sais pas. On essaye de basculer les micros, je fais ça aussi au club. C'est gentil. Merci. Parfait. Ça va difficile aujourd'hui parce que tous les effectifs ne sont pas fixés parmi nos adversaires. Pour autant, on connaît le standing de chacun d'entre eux. On a déjà eu l'occasion de vous en parler lors du tirage au sort. Malaga est évidemment le grand favori de notre poule et sans doute de la compétition. Ayant gagné la Copa del Rey l'année dernière en Espagne, c'est un adversaire de toute façon qui, bon an mal an, se pose en gros club du continent. Peristeri, c'est pas forcément le plus connu des clubs grecs, mais c'est la troisième masse budgétaire du championnat hellène, avec certes la perte de Sylvain Francisco, qu'on connaît en équipe de France, et de Miro Bilan, mais une équipe qui a à sa tête Spanoulis, donc une légende du basket grec, et qui a beaucoup d'argent. Voilà. Avec un basket qui est très différent du basket français de façon globale, beaucoup plus contrôlé, ralenti, physique, que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre championnat. Et puis les Hongrois de Zombathélis, champion en titre, une équipe qui était déjà en BCL l'année dernière, pour laquelle on a un point de repère puisque cette équipe avait battu Strasbourg, ce qui n'est pas rien quand même, donc il nous oblige à les respecter. Et forcément la BCL aujourd'hui, autant il y a 3-4 ans on pouvait, même si pour Christophe c'était difficile à admettre, considérer que c'était pas la deuxième compétition derrière l'Euroleague. Aujourd'hui, je pense, est passé devant l'Eurocup et on se rend bien compte que toutes les poules sont fortes et les équipes qui vont y participer une fois le tour qualificatif terminé seront vraiment des équipes qui n'auraient pas du tout à rougir en étant en Eurocup, loin s'en faut. Je pense qu'aujourd'hui on a la BCL la plus forte de l'histoire et j'espère que ça continuera ainsi et qu'on s'y illustrera. Voilà. Sinon sur le format quand même, parce que ça peut aller très très vite en fait, parce que il n'y a que 3 matchs à domicile aussi à proposer. Est-ce que c'est pas un peu décevant de se dire que j'aurais pu considérer peut-être une poule avec peut-être au moins 10 matchs 5 et 5
Ça va aller très vite et on voit bien d'ailleurs dans le calendrier que ça ne joue pas toutes les semaines alors que vous aviez l'habitude de participer, il y avait des matchs beaucoup plus réguliers. Oui, on en a déjà parlé avec les dirigeants de la BCL il y a quelques années, quand ils ont fait évoluer la formule. Effectivement, elle ne nous semble pas adaptée, sincèrement. Donc au début, c'était une fin de non-recevoir de la part des dirigeants de la BCL, et je crois que d'autres pays, d'autres nations se sont joints à la France pour contester cette formule qui, effectivement, pour le coup, 3 matchs garantis simplement à domicile, ça peut être court, ça peut vite vous sortir de la compétition. Je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver entre, c'est ce qu'on s'est vertu à leur expliquer depuis des années, entre le format actuel de la BCL et par exemple le format de l'Eurocoupe, qui pour moi est ridicule. Il y a un juste milieu. Donc comme tu viens de le dire, une poule de 6 avec 5 matchs garantis semble la meilleure formule. Alors après, c'était des histoires de nombre de clubs qualifiés, d'avoir un nombre de clubs pouvant sortir des poules le même à chaque fois. Enfin, c'était voilà. Mais on a cru comprendre que la saison prochaine, ils allaient revenir à de meilleures dispositions là-dessus. Mais pour cette saison, effectivement, c'est encore ce format avec les 3 matchs garantis, avec après les matchs de play-in de croisement entre le deuxième d'une poule et le troisième d'une autre poule pour pouvoir enchaîner sur éventuellement un top 16 et ainsi de suite. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus lisible, je te l'accorde non plus, mais bon, écoute, pour l'instant, c'est pas faute d'avoir contesté, et là je parle de l'ensemble des clubs français depuis des années, donc voilà, mais il semble que ça va enfin bouger. Pour se qualifier pour l'année prochaine. Ouais, bien sûr, on va déjà essayer d'être focus sur la saison qui commence. Voilà. Vincent, est-ce que tu peux dire une petite revue d'effectifs des nouvelles recrues, un petit mot sur chacun des nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été? Histoire qu'ils aient pas le travail à faire. Eric, ouais, je pense que... on va se compléter dans ce cas-là. Ça va plutôt être là. Je veux bien vous dire comment a été le process vite fait, et puis après, Eric donnera plus les détails de chacun d'entre eux. Comme l'a dit Elric à juste titre, déjà la chance qu'on a eue, c'est de disputer une Coupe d'Europe et de le savoir très rapidement, et ça a été extrêmement facilitateur pour le recrutement, même s'il n'y a pas un nombre de matchs conséquent, et ça peut être préjudiciable vis-à-vis de l'Eurocup, pour autant disputer une Coupe d'Europe est un sésame qui nous facilite grandement la chance au moment du recrutement. Pour preuve, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Selom Maboubé, notre première recrue, pour nous en tous les cas, était disposé d'une clause qui lui permettait de se libérer du contrat si nous ne disputions pas la phase régulière de la BCL. Donc ça a été extrêmement facilitant. Comme l'a dit Eric, on a eu tous nos choix, sauf un. Et encore. Voilà, ça se discute. Donc en cela, c'est déjà une très bonne nouvelle. L'idée, comme vous l'avez déjà vous cité, c'est la polyvalence, la capacité pour beaucoup d'entre eux d'occuper 2 voire 3 positions. Et ça, c'est un luxe qui nous permet justement de partir à 9 pour se prémunir de pépins, de petits pépins, de pépins mineurs en tous les cas. Sur les joueurs en question, plutôt jeunes, plutôt, je sais pas si c'est affamé, mais en tous les cas plutôt avec un challenge et un défi à relever. Pas des joueurs qui sont déjà bien installés et qui pourraient penser qu'on vient là pour simplement dérouler son basket. Je pense que chacun d'entre eux, à des niveaux différents, a quelque chose à prouver, a le MSB pour servir de tremplin. Comme beaucoup de joueurs qu'on a eu récemment, qui se sont servis de nous pour aller plus haut, voilà, ou financièrement ou sportivement. Et quelque part, je pense qu'on n'a pas d'autres possibilités aujourd'hui d'aller chercher plutôt des joueurs à potentiel, des formes de prospects quelque part, pour lesquels on pense qu'ils ont à brève échéance, et je l'espère pour nous, une capacité à performer, mais à aller plus haut, et donc se servir du MSB comme une planche, voilà, pour aller vers des objectifs plus relevés. Et je pense que je suis content pour ça de voir que rien que cet été, 13 qui va en Espagne, Terry évidemment en Euroleague à Monaco, Matt en Eurocup au London Lions. Certes, c'est pas très prestigieux a priori, mais il y a un projet Euroleague avec les Lions.
même à un niveau très étonnant, Brinton Lemar qui va à Paul Jérusalem en Eurocup, Josh qui va au Metz. On a fait quelque part la démonstration encore une fois cet été que venir au MSB ça permet d'aller voilà, sur des compétitions ou sur des contrats plus juteux parfois, quoi. Voilà, donc pour le détail de chacun des joueurs, je préfère qu'Elric, maintenant qu'il les a vus après une semaine, vous en dise un peu plus, parce que c'est quand même lui le recruteur en chef à la fin. C'est Elric qui décide avec son staff, et voilà, pour savoir simplement si ça correspond à peu près à ses attentes. Individuellement Oui, ou voilà, généralement? tu peux dire un petit mot individuellement. Bon, je vais commencer par Devante qui est un vrai, ce que j'appelle des vrais meneurs de jeu. Malheureusement, c'est une denrée qui est de plus en plus rare, mais c'est un joueur qui est à la fois capable de faire jouer son équipe et punir les défenses adverses si elles ne se concentrent pas assez sur lui. Donc voilà, un joueur intelligent qui fait jouer son équipe d'abord. Ensuite, Nate, je l'ai pas encore vu, donc on verra ça un peu plus tard, mais c'est certainement un joueur important et impactant de l'effectif, donc on verra quand il va faire les premiers entraînements. Abdou, on le connaît, qui en passe encore des étapes et qui des potentiel à continuer de développer. Léo qui arrive cette année chez nous, qui est un joueur qui est plutôt connu pas très loin d'ici. Donc on va continuer à le développer, continuer à travailler avec lui. C'est un joueur comme Abdou par exemple, mais qui peut jouer sur plusieurs postes. Matt qui est un gros scoreur, gros shooter. Matt Lewis, donc qui découvre l'Europe et qui bizarrement, donc on va voir certainement qu'il aura un coup de moins bien, mais après une semaine il se sent très très bien. Parce que souvent c'est ceux qui découvrent l'Europe au début c'est dur, là il se sent très bien, donc c'est aussi signe que le groupe est plutôt bien. Deshaun Schwartz qui est 4-3-2-1. Oui, tu verras par toi-même. Tu risques d'être surpris. Qui est un joueur complet, qui crée, qui shoot, qui passe, qui est un joueur complet. C'est intéressant en fait, parce qu'à l'entraînement, comme c'est typiquement un poste 4-3, mais que je fais jouer sur différents postes, ça pose quand même de sacrés problèmes aux équipes, à notre équipe contre qui il joue. Ensuite Williams Narras, on connaît bien, là qui est physiquement très bien sur les pépins qu'il a pu avoir l'année dernière, là il y a zéro problème. Willy Eggett qu'on connaît un tout petit peu ici, qui arrive là après une année blanche et une année difficile à Limoges, difficile collectivement en termes de résultats. Donc il prend à bras le corps cet esprit un peu de leader. Donc c'est une bonne chose. Et enfin c'est l'homme Maoulbé qui est plutôt une tour très verticale, très dissuasif, et qui est très athlétique. J'ai essayé d'être court sur chaque joueur. Sur Wilfried justement, quel rôle, tu parlais de leader, justement quel rôle tu veux l'amener à jouer dans l'équipe? Bon, c'est plutôt quelqu'un qui fédère, qui connaît la maison MSB, qui revient chez lui, j'ai envie de dire. Donc il a aussi des valeurs à transmettre. Il peut aider le groupe et cadrer le groupe là-dessus. Et puis c'est un gros compétiteur. Donc pour l'instant tout le monde semble avoir cet état d'esprit-là. Mais je compte sur lui pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit là-dessus. Tout le monde se bat pour essayer de gagner là-dessus. Pensez-vous savoir qui pourrait s'imposer comme capitaine dans votre effectif ou pas encore? C'est une bonne question.
Les deux Will pourraient prétendre. Après, Will Naras, il aime pas trop ce rôle-là. Faut laisser. Moi, je laisse le groupe vivre. C'est en fin de pré-saison qu'on décide qui sera le capitaine ou pas. J'ai une idée, mais je vais la garder pour moi pour l'instant. Justement, la pré-saison, comment elle va un petit peu s'articuler? Il y a 6 matchs, c'est ça? C'est moins que les années précédentes, je crois, de mémoire. On a moins de temps aussi. Ouais, il y a moins de temps, parce que donc justement, comment ça va un petit peu s'articuler Essayer de rattraper déjà la semaine qu'on n'a pas. Donc ça veut dire beaucoup d'entraînement. Voilà, essayer de... Non, c'est un petit peu toujours la même idée pour moi. Les 2 premières semaines, elles servent vraiment à ouvrir le spectre en attaque, en défense, on regarde qui est à l'aise sur quoi, qui pige ça vite ou non, on garde pas. Bon. Ça sert vraiment à ça, et puis après on passe dans une phase où on commence à réduire et on commence à rentrer dans les rôles de chacun, et puis la dernière phase on peut appeler l'affûtage, on appelle ça l'affûtage sur la physique, mais où là par contre on commence à vraiment rentrer dans l'optimisation de nos forces et comment minimiser nos faiblesses. Le fait qu'il n'y ait que 6 matchs, c'est gênant ou pas? Moi j'aime entraîner, donc ça me dérange pas qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs, parce que si on joue du coup je peux pas entraîner, et comme c'est un groupe nouvellement constitué, on a besoin de passer du temps ensemble, on a besoin de pouvoir changer les équipes, de pouvoir s'entraîner ensemble, de pouvoir discuter ensemble, on a aussi besoin de ça. Donc oui, j'aimerais plus de matchs, mais j'aimerais surtout plus de temps, mais en même temps je pense comme tous les entraîneurs on aimerait 3 mois de pré-saison, mais c'est pas possible. Là, l'entraînement, il va monter en puissance. Oh, ça, on court beaucoup, ouais. Déjà être en forme. Perdre du poids pour certains, et surtout être en forme. Est-ce qu'il y a des évolutions dans ton staff préparation physique Ouais, le préparateur physique, Pierre Golban, nous a rejoint à la place de Thomas. Donc, il a pris début août. Donc on est, voilà, même si on est en contact avec lui depuis quelques temps. Mais oui, il est arrivé, il nous rejoint en tant que préparateur physique. Il était à Rennes. Rennes foot en basket? Non. Enfin, vrai sport. Non, ils sont en national. Ah ouais, c'est ça. Une question peut-être. On a entendu beaucoup de détails sur la nouvelle saison, la nouvelle équipe. Si vous deviez vous adresser aux Manceau lambda, aux supporters, si vous deviez lui présenter cette saison, vous diriez quoi en quelques secondes? Venez voir. Pourquoi? Bon, l'idée ça reste l'objectif numéro 1 c'est de gagner des matchs. Mais l'idée ça reste quand même qu'on soit plaisant à regarder. Donc on a des forces qui sont différentes cette année, on va axer plus ou moins sur certaines choses, mais comme je disais, l'ADN elle doit rester la même. Donc oui, on veut être performant, mais la manière compte. Alors je pense que les supporters aussi, moi aussi, donc ça tombe bien. Mais voilà, l'idée ça reste toujours qu'on puisse sortir d'un match en se disant 1, on a tout donné, 2, c'est quand même fun à regarder jouer, et bon, après on va essayer de gagner les matchs quand même un petit peu. Qui a justement un objectif en Belgique Élite fixé? Monsieur le Président. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous allez être déçus évidemment. Enfin, plutôt ceux qui me connaissent pas. Je trouve ça dingue de fixer un objectif mi-août, alors qu'on n'a pas encore vu l'équipe évoluer. On a des ambitions, on souhaite réussir évidemment, mais vous savez pertinemment, si vous suivez le basket de plus en plus près, que c'est de plus en plus compliqué de se faire une place dans les 8 premiers notamment, puisque voilà, on peut parler de ces tout petits là globalement, mais comme beaucoup de clubs. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours les mêmes clubs devant maintenant, Monaco, Villeurbanne, et je pense qu'il faut ajouter Paris
évidemment cette année, ils vont enfin réussir à faire une équipe avec tout l'argent dont ils disposent depuis plusieurs années, mais là je crois qu'en tout cas le recrutement a l'air très positif. Après, si vous mettez Dijon, Bourg, qui ont l'air encore très solides, si vous mettez Nanterre, Le Mans, Gravelines, Strasbourg, je veux pas Nanterre, voilà, et Chalon-sur-Saône qui remonte, voilà, sur une dynamique, Chalon qui est un vrai club de Betclic. Voilà, moi je vais vous dire forcément, on va encore jouer le maintien pour commencer. Mais comme beaucoup d'équipes, je pense. L'année dernière, il y a des équipes qui ont eu des sueurs froides pendant très longtemps. Donc voilà, nous, Le Mans, on arrive à passer au travers depuis des années pour X raisons, tant mieux. Je pense qu'il faut être raisonnable. Alors ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition, simplement, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc maintien, mais évidemment qu'on aspire à mieux que ça, évidemment. Je ne vais pas vous dire qu'on veut juste le maintien et qu'on sera content de terminer 12e l'année prochaine, c'est pas ça. Mais ça peut dépendre aussi des circonstances, du déroulement d'une saison, du nombre de blessés que vous avez, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Notre métier, notre job, c'est d'essayer d'anticiper tout ça et de donner le plus de chances possible à Elric et à ses joueurs d'être performants et de gagner avant tout, comme il l'a dit. Et voilà, oui, forcément qu'un objectif qui est latent, qui est permanent, c'est les playoffs. Voilà, c'est les playoffs, mais si c'est juste les playoffs et se faire sortir en quart en 2 manches sèches sans qu'il se passe rien, c'est pas non plus l'enjeu. Voilà, on aspire aussi à rejouer une Coupe d'Europe, on a déjà parlé, on veut être performant en Coupe d'Europe, donc ça veut dire la jouer régulièrement. Voilà, évidemment. J'oublie pas qu'il y a 3 descentes cette année. Bon. Une de plus et voilà, on peut aussi poser la question qui va être dans la charrette cette année. Moi je sais pas, hein. Sincèrement je sais pas. Donc je vais pas parler de Roanne, mais Roanne peut aussi être en kikinant. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de clubs à mon avis qui peuvent prétendre à jouer les playoffs. Donc oui, je peux vous dire pour faire plaisir à tout le monde, ouais, on vise le top 6, le top 5, on veut faire une Coupe d'Europe, on veut gagner un trophée, évidemment qu'on aspire à ça, mais évidemment, comme dit Elric, on rentre sur un terrain, c'est pour gagner le match, donc on va pas se dire on va se contenter de faire ça. Après, il faut être lucide, il faut juste être lucide et réaliste sur les forces en présence. On a un budget globalement moyen, on a une masse salariale globalement moyenne, j'ai pas les détails, mais je pense qu'entre les 4, 5e et 13, 14e masse salariale, il n'y a pas grand chose, je pense. En tout cas, pas de quoi expliquer un écart en début de saison. Donc, on va faire du mieux possible, en essayant de gagner le plus de matchs possible, en essayant de donner le plus de spectacles possible pour répondre aussi à votre question, parce que ça fait partie de l'ADN ici, et voilà, nous sommes un vecteur d'émotion, donc il faut que le public ait envie de revenir, même si on ne gagne pas, même si nous, notre objectif premier, c'est de gagner. Un petit peu. Ouais. Justement, par rapport au public, l'arrivée de Squeak est une bonne nouvelle pour l'exposition, ça va profondément modifier les habitudes. Oui. Les horaires, c'est la fin du match le samedi à 20h. Oui. Comment vous abordez ça? On le subit. Voilà, on le subit. Voilà, maintenant il faut se réjouir de l'arrivée de Squeak sur le marché français. Voilà, ils disposent déjà de l'Euroleague, notamment de l'Eurocoupe. Bon, ils vont avoir les droits du championnat de France aussi, qui ont été cédés par l'équipe. Hein. À la base, le deal il est fait avec la chaîne L'équipe. Donc et ça c'est une excellente nouvelle, avoir cette exposition de dimanche à 19h. Voilà, on va avoir l'honneur du premier match à Villeurbanne. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le basket français, pour notre exposition. Après, Squeak effectivement s'est engagé aussi à diffuser l'ensemble des matchs avec des meilleurs moyens de production. Donc c'est ça qui est important. On avait l'NBTV qui fonctionnait de mon point de vue très bien, mais avec des moyens évidemment limités. Bon, Squeak va en mettre un peu plus. Bon, l'inconvénient qui est important, je ne nie pas en face, c'est que Squeak effectivement impose ses horaires de diffusion. Voilà, même s'ils sont dans une logique de concertation et d'échange avec la Ligue nationale de basket, ils ont imposé certaines choses, certains horaires. Moi je ne vous dis pas que ça m'emballe de jouer le samedi à 16h. Hein. Voilà, c'est une évidence. On sait bien malheureusement que ça va nous priver d'un certain public, mais on n'a pas le choix. Donc il faut faire avec. Donc soit on arrive à trouver d'autres publics pour venir aussi ce jour-là à 16h, et voilà. Soit de toute façon Squeak comprendra et n'a aucun intérêt à diffuser des matchs avec des salles à moitié vides. Donc de toute façon, ils sont prêts, ils sont à l'écoute, ils vont regarder comment ça se passe, mais eux, ils ont des contraintes aussi pour leur grille, il faut les entendre, ils mettent des moyens en face pour diffuser avec, je répète, une meilleure production les matchs, donc il faut aussi faire des concessions. Après, effectivement, perdre le match à 20h, le rendez-vous, c'est embêtant, mais 18h30, ça peut aussi convenir à plein de personnes, peut-être de nouveaux spectateurs, même si je sais que certains vont pas pouvoir venir à 18h30 là où ils venaient à 20h.
Voilà, malheureusement, on subit ça, on essaye, on nous réclame plus d'exposition, on va avoir une meilleure exposition. Il y a Squeak qui met des moyens, qui s'engage sur la durée, c'est important. Donc s'ils viennent sur la durée, c'est ils vont être aussi à l'écoute, j'insiste. Donc à nous de faire remonter les infos, à nous de travailler d'abord pour remplir la salle, quoi qu'il arrive. Après, si on n'y arrive pas parce que les horaires sont vraiment trop dommageables, je suis sûr que Squeak réagira à son tour et s'adaptera. Voilà. Donc, mais il faut d'abord se réjouir de son arrivée. Ils ont des moyens, vous l'avez vu aussi avec le partenariat à Lasvel. Ils veulent investir sur le basket français, ils veulent aider à développer le basket français. Donc à nous de les accompagner aussi là-dessus. En parlant de la salle, vous avez hâte de découvrir la nouvelle salle? Ouais, bien sûr. Ça va beaucoup changer. Hein. Ça va beaucoup changer. Donc, je rajouterais, c'est un troisième point par rapport à comment motiver le public à venir, c'est que oui, on veut gagner des matchs, on est des compétiteurs, on joue au plus haut niveau. On joue au plus haut niveau français, on joue la deuxième Coupe d'Europe, maintenant on peut le dire, on est d'accord, Vincent, la deuxième Coupe d'Europe. Enfin, c'est du très haut niveau que vous avez au Mans. Ça fait une chose. Et on est compétitif à ce niveau-là, quoi qu'il arrive. Deux, effectivement, le jeu proposé par Elric depuis des années est quand même très plaisant à regarder, même si parfois il y a quelques défaites, voilà. Donc ça, je sais que c'est important pour le public. Et trois, effectivement, tout l'habillage qu'on peut avoir autour, on continue à travailler pour le faire évoluer, pour mettre les gens encore dans un meilleur confort, mais un confort positif, pas juste s'asseoir et regarder puis applaudir un petit peu. On veut qu'ils soient contents de revenir, on veut les accueillir dans de meilleures conditions. La ville a fait de très gros efforts cet été pour changer donc justement tous les sièges. Vous allez voir le rendu, ça va être bien différent. Il y aura aussi maintenant et un peu plus loin à moyen terme des nouveaux écrans, pas mal de choses. Voilà, il faut que le public se sente bien dans cette salle et envie de nous pousser encore plus. Donc voilà, il y a des investissements qui sont programmés. J'en profite là pour préciser que la ville a aussi été très réactive on a formulé une demande en fin de saison sur la salle de musculation, notamment avec l'arrivée du nouveau préparateur physique qui a voulu mettre sa patte et ajuster, et la ville était très réactive, et il y a quand même des travaux aussi, et des investissements qui ont été faits, qui sont encore en cours, pour nous permettre de travailler dans de meilleures conditions aussi. Ça, le public ne voit pas ça, mais pour nous c'est important, c'est notre quotidien, c'est notre outil de travail, et voilà, donc on essaie d'améliorer tout ça petit à petit, voilà. On va sur par rapport aux abonnements, pardon. Par rapport aux abonnements, est-ce qu'il y a une formule couplée championnat, Coupe d'Europe? Elle est automatique. Vous ne pouvez pas vous abonner uniquement pour le championnat ou que pour la Coupe d'Europe. Vous vous abonnez, c'est pour les deux compétitions. On est sur l'année des 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire état de cette histoire? Un beau polo. Un beau polo notre équipementier. Un logo. Non, un logo qui va nous suivre sur la saison évidemment. Bon, ça va, je l'ai déjà dit, mais ça va être le fil rouge de notre saison en termes d'animation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements un peu plus marquants, et notamment il y aura la sortie d'une BD, voilà, qui retracera l'histoire et qui est, voilà, enfin je pense que ça va être un très beau produit. Donc, mais on vous en dira plus. Il y a une conférence de presse, Nico, qui est prévue avec Bulle notamment le 1er septembre. Donc vous serez conviés, on vous en dira plus à ce moment-là. Mais il y a effectivement une BD qui va être je pense un moment marquant. Et puis toute une série d'animations autour des 30 ans. Vous pouvez imaginer l'histoire du club, les joueurs qui ont marqué l'histoire, entre certains qui sont présents physiquement, d'autres sûrement par vidéo, des choses comme ça. Il y a Nico qui travaille beaucoup là-dessus. Voilà, pour que ça nous booste, mais c'est 30 ans de performance. Moi je suis fier que le club soit encore au plus haut niveau. Pour ceux qui étaient là il y a 30 ans, bon, c'était pas gagné quoi. C'était pas gagné. Donc moi je suis fier qu'on arrive à mettre ça en avant aujourd'hui, voilà, avec les collectivités, avec nos partenaires privés qui sont globalement les mêmes. Hein. Parfois quelques salariés qui étaient là aussi, voilà. Donc c'est assez sympa. Le premier rendez-vous, ce sera le premier match à domicile. Il y aura déjà Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr sur le premier match parce que on souhaite globalement que le premier rendez-vous marquant soit la BD. Et la BD, on vous expliquera, mais pour des raisons de timing, de présence de certaines personnes, de calendrier général, pas que le nôtre. Voilà, c'était pas la meilleure idée de le faire le 23, donc ça sera sûrement, je pense, début octobre. Voilà, on vous donnera les dates exactement et ça commencera vraiment là. Voilà. Ça va, Nico, j'ai pas dit de bêtises? Voilà, c'est bien. Il y aura des choses dès le début de la saison, mais cet événement phare, ce sera au mois d'octobre. Parce que du coup, la naissance du club, c'est quelle date? C'est le 6 septembre 1993. Voilà, on s'en rapproche. Voilà. Création de la SEM, le Mansart Basket. Voilà.
pour gérer l'équipe professionnelle et le centre de formation. Sur Terry qui est parti, c'est une figure. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui peut prendre... Ça joue aussi auprès des spectateurs, souvent, d'avoir comme ça un joueur qu'on suit derrière. Quelqu'un veut répondre? Oui, il n'y a qu'un Terry Tarpey. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, il a quand même marqué l'histoire du club. Il a passé pas mal d'années chez nous, il a évolué chez nous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est reparti différemment, mais il l'avait mieux dit que personne, hein, de toute façon, après, quand voilà, il est arrivé à comme américain, il repart comme Manceau, enfin, c'était formidable. Non, Terry, je pense pas. Et d'ailleurs, dans le recrutement, Vincent et Elric en ont parlé. L'idée, ça n'a pas été de trouver un nouveau Terry, de le remplacer. Donc, il faut faire autrement. Voilà, donc c'est faire autrement. Donc après, pareil, pour le lien avec le public, on sait que Terry était très apprécié, à juste titre. Je ne doute pas que parmi les joueurs de cette saison, on trouvera aussi des joueurs qui sauront, je dirais, susciter l'attachement des supporters. Il y en a déjà, hein, parce que je crois que Will Yeguet a une grosse cote de popularité chez nous, que Will Nara est plutôt apprécié, qu'Abdou est en train de faire sa place, et voilà. Et puis après sur les étrangers, à eux de faire le nécessaire et voilà, de donner le maximum, d'être à l'écoute et puis d'amener des victoires au club, et ils seront forcément très très appréciés. Vincent, est-ce que tu as été surpris du choix de Josh Carlton de rejoindre les Mets? On ne savait pas cet été s'ils allaient encore exister à la rentrée. Ils avaient resté au Mans, jouer la Coupe d'Europe, rejoindre un club qui donnerait beaucoup d'incertitudes. Le gap n'est pas franchement énorme. C'est un peu une question piège. Ouais. Enlève-le un peu. Hein. C'est une question piège. Disons que Josh a pris le parti de disputer la Summer League à laquelle Elric a assisté avec les Spurs pour une deuxième année consécutive. Une participation peu concluante, peu significative aussi en termes de responsabilité. Et quand tu participes à une Summer League, globalement, donc ça finit 17 juillet cette année, globalement jusqu'à cette date-là, au peu ou prou, les joueurs ne sont pas forcément très ouverts à la discussion sur des sollicitations qui pourraient leur être faites. À ce que je sais, je pense que je sais bien, c'est que il s'est trouvé que Josh avait une proposition particulièrement juteuse et en tous les cas sportivement sans doute très valorisante de Russie, sur un deal qui à un moment, et c'était pendant la Summer League d'ailleurs, était semble-t-il bouclé à Dixit, une agence concurrente à 99%. Et puis l'affaire ne se bouclait pas, à ma grande surprise, donc je me suis permis de solliciter Josh, qui était assez sibyllin dans ses retours au tout début. Puis j'ai eu la chance d'avoir son agent américain, Eric Fleischer, et j'en ai profité pour autre chose, et j'en ai profité pour lui demander si cette info qui m'avait été donnée par une autre agence était réelle ou finalement erronée. Et il me l'a confirmé, et simplement que Josh tergiversait énormément et qu'il était peu optimiste sur la finalité de cette proposition. Et lorsque Josh, là-dessus, je l'ai relancé, il m'a confirmé qu'il ne voulait pas aller en Russie, tout simplement. Voilà, que la situation là-bas était pour lui peu sécurisante, que oui, il avait une belle offre, mais que c'était pas pour lui. Sauf qu'il s'est décidé très tardivement. Ensuite, il a voulu demander à son agent un club qui allait disputer une Coupe d'Europe. Et l'agent en question, Eric Fleischer, s'est retrouvé à un moment du marché, il y a 10 jours, où quasiment tous les clubs européens avaient déjà fait leur course sur le poste de pivot. Donc voilà, il s'est retrouvé un peu marron. Et il y avait sur le marché français les Mets qui n'avaient pas débuté pour le coup leur course, pour les raisons que vous connaissez. Et ça a été une priorité de leur recrutement. Voilà, donc il n'a pas fait le malin, hein, donc il l'a saisi, cette opportunité. Donc on le verra face à nous.
Voilà, mais donc ça a été un peu surprenant, oui, je pensais pas qu'on le retrouverait en France, mais davantage dans une ligue qui correspond plus à peut-être un profil physique type pays, VTB ça aurait été parfait, hein, la Russie, la Turquie, une ligue comme celle-ci, mais bon, il a décliné, voilà, donc on le verra. Un mot sur le groupe Espoir. Quelles sont les attentes? Comment Je veux bien parler des attentes du groupe Espoir. Ensuite, tu feras peut-être un petit point sur les nouveaux, enfin, les gars qui participent aux entraînements du groupe professionnel. Le groupe Espoir, comme j'aime à le répéter, certes, on aimerait avoir des résultats, mais la vocation première et la mission première des entraîneurs, c'est de trouver dans le recrutement, et c'est de plus en plus compliqué, des forts potentiels. C'est plus compliqué pourquoi? Parce que sur la base de la pyramide, nous sommes maintenant énormément de clubs à faire du bon travail de recrutement et à avoir des centres de formation performants. Donc il y a 10-20 ans, il n'y avait pas tant de clubs que cela en France qui avaient la notoriété et le savoir-faire du MSB. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Et la deuxième difficulté, c'est que en haut de la pyramide, pour accéder au très haut niveau, qui est le nôtre, il est extrêmement compliqué pour un jeune joueur, quelle que soit la génération, d'avoir une carrière professionnelle, parce que c'est extrêmement relevé. On va passer en plus à 16 dans un an. Et donc cette pyramide fait que on travaille exclusivement, presque, en tous les cas prioritairement, pour trouver les meilleurs recrues à 16 ans et faire en sorte de les développer. Ça va être encore une fois la mission du centre de formation aujourd'hui, avec Jordan Bernard et Hugo Le Gentil, mais c'est très en concertation avec le staff professionnel, parce qu'on a la chance ici d'avoir, contrairement à beaucoup de clubs, un staff qui travaille ensemble, qui partage beaucoup d'infos et qui forcément, par ruissellement, bénéficie au centre de formation et au développement de nos jeunes prospects. Voilà, donc ça va être cela encore. On a déjà, vous le savez, 3 joueurs qui sont prêtés, Mathias Van Den Bimt, Hugo Mienandi et Hugo Doumbia en Pro B. Ça fait partie de cette politique de post-formation, parce qu'on considère que passer du monde espoir au monde de la Betclic Elite au MSB, c'est très compliqué, ça ne peut être réservé vraiment qu'à la crème de la crème. Donc on est plutôt aujourd'hui, comme on l'a pu le faire pour Kenny Baptiste et d'autres auparavant, on est plutôt dans l'idée d'aller les mettre sur un niveau intermédiaire pour qu'ils s'y développent, avec l'espoir qu'ils puissent intégrer un jour l'effectif professionnel du MSB. Donc on a aujourd'hui dans cette promo-là quelques joueurs qui sont extrêmement prometteurs, pour lesquels on peut imaginer que si tout se passe bien, ils pourraient avoir un avenir un jour au MSB, mais la route est longue, voilà, et tortueuse. Pour le détail, je laisse à Elric parce qu'on a actuellement 5 jeunes qui sont avec le groupe professionnel, donc il les connaît bien mieux que moi. Non, ceux qui s'entraînent avec le groupe professionnel, c'est Ossa Obasoan, Loïs Krasov, Ethan Bourgade, David Simonovic, Raphaël Jasrambay, qui sont donc avec le groupe pro. Voilà, alors moi j'aime avoir des effectifs à l'entraînement à rallonge, ça permet de travailler pas mal de choses. Et puis voilà, donc ils font partie des entraînements professionnels. On va voir comment y répondre, on va voir comment ça se passe. Il faut aussi comprendre que c'est pas facile, que la sélection est dure, que c'est un monde qui est dur quand on est sportif de très haut niveau. Donc il faut arriver à comprendre tout ça, comprendre les exigences, et ça c'est une étape dans la construction des jeunes joueurs. Certains y arrivent, d'autres pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces joueurs-là ont un potentiel. Maintenant, il appartient à eux de le développer ou pas. Et dans ces joueurs-là, lequel est le plus proche d'avoir un peu de temps de jeu dans les matchs? Alors déjà, ça dépend, j'ai envie de dire, qui est
performant ou qui est bien en ce moment avec les pros, parce que si c'est Will Yeguet par exemple, on va peut-être pas mettre Ossa qui est meneur de jeu à sa place, et vice versa. Bon, donc déjà il y a ça, et puis après le haut niveau, c'est de la compétition aussi entre les joueurs. Donc je veux pas donner de joueurs parce que je veux qu'ils se battent pour ça. Et Obasohan, c'est le frère de Reti ou... Oui. Belge aussi. Ouais. Je sais pas d'ailleurs si on a annoncé. Non, je crois pas. En fait, c'est une recrue extrêmement tardive. Voilà. Donc, ouais, effectivement, je suis pas certain qu'on l'ait. Merde, j'ai lâché une bombe, il fallait pas. Non, ils étaient là à l'entraînement, donc vous l'avez vu. On n'a pas signé. Voilà, c'est vraiment le. Donc c'est un 2003. Poste 2-1, je pense, hein, c'est encore à définir, mais arrière. Qui, donc dernière année espoir, 1m88, 100 kg. C'est un peu le calque, un peu beaucoup, le calque de son grand frère Rétine. C'est un joueur que l'on a recruté tardivement parce que justement étant dans une logique de partir à 9 professionnels à part entière et donner sa chance à nos jeunes du centre de formation pour aller chercher cette place de 10e et tous effectivement en mode compétition pour aller la chercher. On a considéré que ça dépeuplait un petit peu le groupe espoir. Puisque ces joueurs-là sont très sollicités par le groupe professionnel et donc il fallait garnir le groupe espoir pour donner un peu de matière à Jordan Bernard. Et donc on s'y est pris tardivement sur ce recrutement avec un marché national qui était fermé pour le coup. Et par chance, parce que je crois que ça fait partie justement un peu de notre culture, on a Jonathan Tabou, donc qui est un ancien joueur du MSB, qui a été un gars qui était passé sur une année avec Eric Bartoszewski, qui est devenu agent de joueur pour une agence qui s'appelle BDA. Et on a sollicité, on a sollicité les agences étrangères. Et Jonathan Tabou étant belge et proche de Rétine Obasohan et de la famille, il s'est trouvé que ce jeune joueur-là, ce petit frère, était disponible après un passage aux États-Unis l'année dernière et qui plus est en Belgique à ce moment-là. Donc on lui a proposé de venir et ça s'est bien goupillé au niveau des timings. C'est quelqu'un qu'on nous a apporté et qu'on n'est pas allé chercher en fait. Voilà, très concrètement. Et qui, Eric en parlera, mais en tous les cas sur les premières impressions et une pioche qui nous semble correspondre dans l'état d'esprit en tous les cas à ce que un groupe professionnel et bien évidemment espoir peut attendre d'un jeune joueur qui a envie de se développer, qui a envie de se servir de cette année-là au MSB pour voir s'il peut un jour devenir professionnel, quel que soit le niveau, mais en tous les cas essayer. Et je trouve qu'on trouve tous qu'il s'est bien fondu. Le fait qu'en plus il soit bilingue facilite son intégration avec les joueurs américains. Et j'espère qu'on va tous réussir à le développer et faire en sorte que son année au MSB sera porteuse de fruits bien mûrs dans un an pour qu'il devienne basketteur à part entière. Voilà. C'est bon ? Bah écoutez, merci à vous. Merci.